Salut à toutes et à tous les amis. Alors, aujourd'hui, petite vidéo spéciale où je réponds aux questions que vous m'aviez posées la dernière fois en commentaire d'une autre vidéo où je vous avais demandé de me poser justement vos questions. Donc ça fait une semaine, j'ai récolté tous les commentaires, il y en a plus de 50, donc ça risque de durer longtemps. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le faire en plusieurs parties. Donc là, c'est la partie numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas posé de questions, pour ceux qui ont posé une question et qui veulent savoir à quoi je réponds et quand, je vous ai mis en description tout simplement la description de toutes les questions auxquelles je vais répondre avec l'ordre et le temps de passage. Donc si ça fait après 1 minute 30 de vidéo, si vous voulez savoir la réponse à telle ou telle question, il vous suffit d'aller voir en description, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc déjà je vous remercie d'avoir posé des questions pour commencer et sans plus tarder parce qu'il y en a beaucoup, je vais essayer de m'y mettre. Donc première question, Vincent Golfeur. Alors Vincent il nous dit bonjour, est-ce que tu attaches de l'importance à avoir du matériel fité ou bien joues-tu avec des clubs standards non réglés spécifiquement pour toi? Euh, Évidemment que j'attache de l'importance à avoir des clubs fités. Je veux dire, par rapport au niveau auquel j'aspire, je suis obligé, même si je ne fais pas du très haut niveau, parce qu'on ne voit pas à la télé, on voit que sur YouTube, j'essaye d'avoir quand même le matériel qui me convient le mieux pour pouvoir, on va dire, atteindre des objectifs suffisamment élevés. À mon niveau, on ne peut pas avoir du matériel qui n'est pas fité, c'est pas possible. Euh, Ensuite, tout le monde a intérêt à avoir du matériel fité, ça c'est sûr, mais à mon niveau, c'est pas un truc à côté duquel je peux passer. Si tu prends un musicien et que tu lui donnes une mauvaise guitare, il fera pas du bon son. Donc là, c'est un peu la même manière, ça me paraît évident. Après, je ne suis pas non plus poussé trop loin dans le matos. Mais si tu veux, j'ai fait une vidéo, ça tombe bien, il y a une semaine, sur justement ce que j'ai dans mon sac. Donc je pourrais répondre à d'éventuelles questions que tu te ferais par rapport à mon matériel. Ça tombe bien. Deuxième question, et j'ai déjà commencé à voir, purée. Alors Laurent H qui m'a dit: Salut Florent, on trouve très peu de conseils sur l'échauffement avant de jouer, et plus particulièrement des exercices pour le renforcement du dos. En tant que pro, tu dois être confronté encore plus que nous à ce problème. Que fais-tu de particulier dans ta routine? Alors il y a une suite, est-ce qu'il a dit? Non, juste merci. Donc Laurent, pour répondre à ta question, je pense qu'on peut trouver des conseils sur l'échauffement sur internet. Je pense qu'il en existe, ça ne m'étonnerait pas. Je pense qu'il faut juste essayer de chercher. Parce qu'honnêtement, on a quasiment tout sur internet. Par contre, renforcement du dos pour le golfeur, c'est peut-être plus complexe. Mais après, il suffit juste de croiser les infos. Tu prends quelqu'un qui fait de la prépa physique, tu lui dis je suis golfeur, et il va te trouver des trucs. Il y a pas de raison, quoi. Il faut juste simplement avoir conscience de quoi on parle, et comme n'importe quel sujet, il faut s'y intéresser. Maintenant, par rapport au fait que je puisse avoir des problèmes de dos, tu as tout à fait raison, c'est assez marrant que tu en parles, parce que enfin marrant, justement, j'ai beaucoup souffert du dos dans ma vie de golfeur, du fait qu'effectivement, en faisant du haut niveau, vu qu'on pousse un geste sportif quand même très loin dans son retranchement, et on le répète d'une manière complètement disproportionnée par rapport à un corps humain, hein, tout simplement. Effectivement, il y a des endroits où ça peut tirer d'un côté ou de l'autre. Certains joueurs ne se sont jamais blessés au dos de toute leur vie, mais pour X raisons, il y a un côté génétique déjà. Je pense pas, voilà, vous me voyez, je suis pas non plus très costaud, donc forcément quand je crée de la vitesse c'est compliqué. Et ensuite, il y a le côté technique qui fait que parfois on n'a pas un bon geste en fait. Tout le monde a un mauvais geste de golf quasiment, hein. 99% des joueurs font des erreurs techniques, même quasiment 100% des joueurs en vrai, par rapport à une norme. Ce qui fait que, et encore cette norme, elle est censée être adaptée à la biomécanique, et encore une fois, quand on fait de haut niveau, c'est toujours beaucoup trop. Donc des exercices, est-ce que j'en ai? Oui, et je vais en donner un, et c'est le principal, et pour moi, ce sera le cas pour tous les sports d'une manière générale, notamment le golf, où le tronc subit de fortes pressions et la colonne vertébrale à certains moments du geste, donc le gainage. Juste le gainage. Tu veux. Je connais pas ta pratique, je connais pas la pratique des autres joueurs, mais je sais juste que quoi qu'il arrive, pour tout le monde, ça serait bien de faire quelques minutes de gainage tous les soirs. Voilà. En ce moment, j'en fais pas et j'ai mal au dos. C'est tout con, hein. Mais au bout d'un moment, c'est pour ça que je m'en plains pas trop d'ailleurs. Euh, mais avant de s'en plaindre, justement, il faut essayer de mieux vous prévenir que guérir, toujours. Voilà. C'est déjà pas mal, je vais m'arrêter là parce qu'après je me rends compte que je vais passer 50 minutes par question. Stéphane Mossé qui me dit d'où te vient ton rythme, tempo légendaire, tu l'as travaillé ou c'est naturel? PS, je veux le même swing. Alors Stéphane, déjà, le PS, tu veux le même swing, je peux te le faire à la location si tu veux, mais c'est un peu cher. Non, plus sérieusement,
Merci déjà, je savais pas que j'avais un rythme, un tempo légendaire. J'irai peut-être pas jusque-là. Raphaël Jacquelin a un tempo légendaire, Tiger Woods a un tempo encore plus légendaire, parce que c'est Tiger. Mais c'est gentil déjà. Et oui, c'est pas du tout naturel. Pas du tout naturel. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16-17 ans, j'avais un geste qui était très rapide, avec une montée très vive et une descente encore plus vive. C'est d'ailleurs pour ça, ça rejoint la question d'avant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des problèmes de dos en fait. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que je devais faire un choix entre soit garder ce swing là, parce que quand j'ai des problèmes de dos, forcément on doit changer quelque chose, c'est soit la technique, soit le physique, et là du coup je devais faire ce choix là. Soit je devais changer mon physique et prendre beaucoup en muscle, j'ai quand même réussi à prendre jusqu'à 7 kg, quasiment 8 kg. À la base, je fais 1m81 pour 64 kg. C'est-à-dire que si je ne faisais pas de sport, je ferais 64 kg. Et je suis monté à 72 à un moment donné. Et ça m'a vraiment permis d'avoir quand même moins mal au dos, clairement. Parce que je commençais à me blesser pendant les tournois quand j'avais 19 ans, je me rappelle. J'avais des contractures, je mettais des emplates, enfin c'était un peu chiant quoi. Du coup, je devais faire ce choix-là, de prendre en masse. Après, le fait que bah, tu vieillis en fait, tout simplement, il n'y a pas que la masse musculaire. Malgré la masse musculaire, tu peux quand même te blesser quand tu veux faire du haut niveau. Du coup, il a fallu que je change aussi mon swing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une rythmique plus calme. C'est en prévision de golfeur futur que je risque de devenir, en tout cas que je veux devenir, carrément. Je sais que je joue moins, je sais que je peux moins m'entraîner physiquement parce qu'il y a la vie qui arrive. On n'a pas 16 ans tous les jours, quoi. Donc ouais, je dois absolument changer ma rythmique par rapport à mon dos, par rapport au golfeur futur que je veux être, c'est-à-dire un golfeur qui veut moins se blesser mais qui veut durer dans le temps. Voilà. Donc ma rythmique, pour juste terminer sur ça, ça fait 4 ou 5 ans que je la travaille. Mais ça fait à peu près, et c'est pas terminé, ce sera toute ma vie la rythmique. Enfin, normalement, parce qu'on pense qu'à ça au final au golf, qu'on a que ça à penser, au final c'est plutôt bien quoi. C'est que le reste ça va. Ça fait 4 ans que je la travaille et ça fait seulement 1 an que je commence à la maîtriser. Voilà. Donc c'est travaillé, ce n'est pas naturel. Ensuite, je vais voir. Antoine, toi qui me dit salut. Non, il m'a dit salut. On va dire qu'il a dit salut. Comme question, peux-tu montrer tout ton historique d'index? Ah oui, c'est vrai. Sur la FF Golf, depuis que tu as commencé le golf, il y a environ 20 ans, et nous montrer ton évolution avant de devenir pro. Et deuxième question, émets-tu des tis sur les par 3? Merci pour tes vidéos et tes conseils, continue comme ça. Merci Antoine pour tes questions. Alors, pour l'historique d'index, je sais pas comment je vais monter la vidéo, mais je vais pas tout mettre parce que j'ai regardé justement, après avoir eu cette question qui me fait rire, mais qui est très bonne question. J'ai fait 353 compétitions, ma première c'était à 9 ans et demi, donc ça m'a replongé dans les souvenirs. Il me semble même que j'ai justement quelques bribes de souvenirs qui me sont revenus, donc ça m'a fait plutôt plaisir d'avoir cette question. Je vais pas tout mettre, je vais juste simplement vous donner les moments clés. Donc j'ai commencé à 9 ans et demi, je suis passé en l'espace de 8 mois à entre 28 et 30 d'index, donc voilà, sur un parcours école. Ma première compète, je suis passé de 53,5 à 52,5, et pas de WHS à l'époque. De toute façon, je serais resté à 52,5, c'est ce que j'avais joué, je crois. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai progressé assez vite, mais sur un parcours école. Ma première compète sur un vrai parcours, j'étais 37, j'avais joué 36. Ou 38, j'avais joué 37. Donc j'avais fait une perf, ce qui n'est pas facile quand t'as même pas 10 ans et que tu pars des jeunes, clairement. Ensuite, je suis arrivé en Guadeloupe à mes 10 ans, et de mes 10 à mes 13 ans, j'ai dû jouer des jeunes, alors que j'étais pas forcément grand ni rien. Et j'ai pris cher, j'ai pas réussi à baisser mon index, donc j'ai dû passer à 24 d'index quand j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et à partir de là, j'ai grandi, j'ai tapé plus loin, et ça a complètement chamboulé mon golf. J'étais pas un prodige en somme quoi, puis j'avais un peu arrêté le golf, enfin je faisais d'autres trucs, je faisais pas énorme de compètes, et quand j'ai vraiment repris, là j'ai baissé vite, et à 15 ans j'ai été 4 d'index, un truc comme ça. J'ai continué à progresser, je suis arrivé scratch à 18, au mieux j'ai été moins 3,1 à 23 ans je crois, un truc comme ça, et ensuite je suis passé pro et j'étais moins 1, j'étais redégringolé. Et aujourd'hui, je suis moins 0,4. C'est-à-dire que depuis que je suis passé pro, j'ai fait des compètes qui ont compté sans que je le sache. Et j'ai pris des 0,1. Donc là, je suis moins 0,4. Mon niveau intrinsèque aujourd'hui, je pense qu'il est quand même meilleur. Je suis plutôt aux alentours de moins 2. Peut-être pas moins 3, mais moins 2 en tout cas. Sachant que le comptage des index a vraiment changé en 20 ans plusieurs fois. Et quand j'étais moins 3 d'index, par exemple, j'étais moins bon que quand j'avais été moins 2 à 19 ans. Enfin, il y avait des trucs bizarres. Ça a beaucoup changé en fait, pour faire simple. Donc voilà.
Aujourd'hui, je suis moins 0,4. Je pense que je vaux plus, moins 2, moins 1,5, moins 2. Et je pense que je peux même être un peu meilleur que ça. Et c'est ce à quoi je cours depuis si longtemps. Sinon, mets-tu des tis sur les par 3 tu as dû remarquer que je ne mettais pas des tis sur les par 3 si tu te dis ça. Ça m'arrive d'en mettre, mais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on met un tee, ça change l'endroit où on impacte la balle sur la face de club. Et généralement, avec un tee, je vais plus loin. Ça dépend, mais généralement, je vais plus loin. Une trajectoire un peu plus haute qui s'arrête plus vite, mais je vais plus loin. Ce qui fait qu'en fait, j'aime pas trop ça. Je préfère privilégier des distances que je connais très bien depuis des fairways. Et je place ma balle en fait sur l'herbe, mais plutôt bien posée. Voilà. Si les départs sont très 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 rares, quand ils sont parfaits, ce qui est quand même assez rare, là par contre je mets un tee et je laisse généralement juste la tête du tee dépassée. Voilà. Prochaine question, Patrick Henry. Bonjour. Mettre une gorgée à chaque question. Je voulais te poser une question technique, mais finalement je renonce. Ah, tu aurais pu. Tu aurais pu. Selon tes recommandations, c'est pour mieux te connaître. Au risque d'être indiscret, finances-tu tes déplacements pro en donnant des cours, en étant sponsorisé ou tout simplement de tes rentes? Continue à nous faire partager ta passion golfique, tu le fais à merveille. Merci Patrick. Pour mes déplacements pro, alors c'est pas compliqué, je vais être très honnête. Des cours, pas des masses, c'est ce que j'essaie de développer parce que j'ai 28 ans, quoi, tout simplement, et que j'ai le diplôme, donc j'en profite. Puis j'apprécie énormément aussi transmettre. Donc oui, de plus en plus avec les cours. Sinon, beaucoup de programmes et d'alliances. Donc programme alliance, vous savez, c'est des tournois avec un pro, 3 amateurs pour les programmes ou un pro, un amateur pour les alliances. Et ça me permet de financer, de gagner de l'argent en fait, tout simplement, parce que j'essaie d'en faire beaucoup. Le fait d'être un joueur pas trop mauvais, de tourner dans une région pendant quelques temps et de faire quelques bons scores par-ci par-là, du coup les gens viennent un peu vers toi et finissent par jouer avec toi, surtout si t'es cool. Donc voilà, programme alliance, et c'est d'ailleurs des trucs que j'adore. Pour moi c'est le must, hein. Je joue en compète sans stress. Et ça, on va y venir après, mais c'est mon kiff, quoi. Sponsorisé, oui, je l'ai été l'année dernière. Quand j'ai fait une année sur l'App Store, j'ai eu 14 000 € de sponsor. Donc ça a été tout juste suffisant pour payer mes tournois, mais c'est tout, pas pour vivre, parce que j'ai raté des cuts. D'ailleurs, à ce propos, je les remercie si jamais ils tombent sur la vidéo, parce que sans eux, j'aurais pas pu vivre ce rêve de gosse de jouer une année sur un circuit pro. Donc voilà. Et ensuite, dernier truc, et j'ai aucun problème à le dire aussi, de temps en temps, c'est vrai que mes parents m'aident. Si jamais, par exemple, j'ai envie de faire les tournois en Afrique notamment, ça a pu être, je me rappelle plus trop, mais c'était un cadeau d'anniversaire par exemple. Donc c'est ce que je leur demande, c'est en gros, si vous voulez me faire kiffer, vous me faites jouer au golf quoi. Et donc généralement, j'ai pas de cadeau à Noël, je préfère avoir de l'argent pour me payer un tournoi. Voilà. Ensuite, Thibaut d'Enfer, comment t'entraînes-tu et quel pourcentage consacres-tu à chaque compartiment du jeu, parcours, chipping, putting? Merci pour tes vlogs. Merci Thibaut pour tes questions. D'ailleurs, petite parenthèse, vos questions sont toutes fantastiques. Elles sont toutes franchement super intéressantes. Donc comment je m'entraîne et quel pourcentage je consacre à chaque compartiment de jeu? Tu risques d'être déçu Thibaut. Pourquoi? Parce que les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui ne s'entraîne pas des masses, pour ne pas dire quasiment pas du tout en fait. Mon entraînement, c'est justement les alliances, les programmes, les petites parties d'entraînement quand même que je fais avec des amis, mais c'est quand même assez rare. Et puis mes vlogs, franchement, ça s'arrête là. Je ne vais jamais au practice, absolument jamais, sauf en tournoi pro où là, du coup, je tape quelques balles pour essayer de trouver des trucs, mais généralement, c'est pas très bon parce que ça me fait cogiter au niveau technique. Mais plutôt quand je m'entraînais, parce qu'il y a une période de ma vie où je me suis quand même plus entraîné, je passais beaucoup plus de temps sur les parcours et c'est un petit peu le cas aujourd'hui en fait. J'apprécie énormément aller sur le terrain et jouer. Moi, ce que j'aime, c'est le jeu de golf. L'entraînement, c'est pas mon kiff, honnêtement, je vais pas mentir. Je suis pas un staccanoviste. Je n'aime pas passer des heures à me faire mal au practice, je ne peux pas parce que physiquement c'est compliqué. Voilà, le putting, j'adore. Je suis plutôt un bon putter, mais pareil, le putting, je m'entraîne absolument jamais. Enfin, si, c'est pas vrai ce que je dis l'année dernière, j'essaie de m'entraîner, mais voilà, en proportion au niveau que j'aimerais avoir ou que j'aurais voulu atteindre, en face, ça n'allait pas quoi. Enfin, clairement, encore une fois, je suis très honnête. Et par contre, je passe beaucoup de temps sur les parcours. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait mon entraînement. Maintenant, ce qu'il faudrait consacrer, je vais plus loin dans ta question, c'est, on va dire, un bon 50% au petit jeu et au putting, facile quoi. Je sais que les gens préfèrent taper, préfèrent aller sur le parcours, donc continuez, il y a aussi une notion de plaisir. Mais si vous voulez être performant, il faut passer au moins 25-30% de votre temps au putting. D'autant plus pour les amateurs sur le petit jeu, parce que vous ratez plus de green, ça dépend de votre niveau, hein, ça se trouve Thibaut les 0, mais
vous ratez plus de green, donc votre petit jeu est vraiment primordial. Pour moi, le grand jeu, c'est ce qui fait la pierre angulaire de mon golf, et dans la foulée, le putting. Donc je devrais passer peut-être 50% de mon temps au putting, en vrai 40% ou 30% au grand jeu et 20% au chipping. Voilà. Les golfeurs. Cool, comment fais-tu pour réussir autant d'effets? Quelle est la différence entre les tees en bois et en plastique et qu'utilises-tu? J'arrive le draw mais je n'arrive pas à faire des balles basses, des fades, etc. Comment réussir sachant que j'ai 14 ans, je suis 15,5 d'index mais je joue sous les 10, donc les effets vont vraiment commencer à me servir et en longueur mes fers sont 5 mètres plus courts que toi. Peux-tu expliquer comment en faire si possible? Merci. Donc, je ne connais pas ton prénom, mais sache qu'à 14 ans, 5 mètres de moins que moi, tu la t'admires. Clairement. Donc si tu fais du draw, c'est très bien. Après, moi ce que j'ai envie de te poser comme question, du coup je vais répondre avec une question. Est-ce que tu sais pourquoi tu veux faire des effets? En fait, c'est ça la vraie question. Effectivement, c'est bien de savoir faire les deux effets. Là, ton index, même si tu joues en dessous de 10, c'est bien de savoir les faire. Après, il faut savoir quand tu vas les utiliser surtout. Et moi, mon problème, ça a été souvent ça, c'est que j'ai mis du temps avant de comprendre comment il fallait les utiliser. Mais je savais quand même les faire. Bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour te répondre rapidement, comment faire des effets, un effet au golf, c'est forcément dû à un rapport entre l'orientation de ton club, peut-être que tu le sais déjà, l'orientation de ton club au moment de l'impact et le chemin du club lorsqu'elle arrive, lorsque la tête de club arrive sur la balle. Ce rapport entre ces deux, donc on va tracer une ligne, imaginons sur le chemin et sur l'orientation de la face par rapport à la cible, ces deux lignes, quand on crée un différentiel, ça crée un effet. Pour faire vraiment simple, moi je suis un joueur de draw comme toi, donc je vais essayer de rentrer un peu dans ta tête. Le draw, comment le faire? Bah tu le fais, tu as juste à swinger. Enfin, c'est comme moi, j'ai pas besoin de penser à le faire en fait. Je swing, la plupart du temps ça se passe comme ça, je swing, il sort, nickel. Par contre le fade c'est plus compliqué, vu que je suis un joueur de draw, donc pour que tu fasses tes fades, puisque tu n'arrives pas à les faire, il faut que tu aies forcément la sensation de couper du jambon. En gros tu t'alignes à gauche, tu alignes ta face à gauche, il faut que, par rapport à ta cible, tu es droitier, et tu essaies d'imaginer que ton chemin va arriver beaucoup plus à gauche que ta face. Donc oriente-toi tout à gauche et aie la sensation que vraiment tu vas essayer de couper ta balle et vois ce qui se passe. Et en fonction de ça, tu ajustes. Moi j'ai juste ça à dire, essaye de jouer avec le chemin de ton club. Pour faire simple, c'est ça. Pour faire du draw, c'est que tu la brosses. Pour faire du fade, il faut que tu la coupes. C'est juste ça. Ensuite, il y a des histoires d'angles, etc., de clubs, il y a plein de choses à savoir, mais là, ça mettrait 1 heure, donc on va rester sur ça. Et la différence entre les tirs en bois et en plastique, bah, c'est qu'il y en a en plastique. C'est tout. Ah bah si, qu'est-ce que j'utilise? Je viens de dire ça et ça craint parce que je vais le dire, j'utilise des tirs en plastique, en bois quand je peux, par contre en plastique pour la simple et bonne raison que ce que j'apprécie dans les tirs en plastique, c'est qu'ils durent 3 plombes. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas très bon au niveau de la gestion du matos. Résultat, je suis bordélique, j'ai une tendance à perdre mes tirs, à perdre mes balles, à perdre tout, ou en tout cas de ne pas remplacer lorsque j'en ai plus. Donc les tirs en bois, généralement, je me dis, oh, un petit pochon, c'est cool, ça va durer longtemps, et là, je les casse les uns après les autres, après chaque drive, et du coup, bah, je suis obligé d'en racheter, et vu que j'oublie d'en racheter, bah, je suis 10 centi, et je dois en demander un comme un couillon au départ du 1. Donc pour pallier à ça, j'achète des tirs en plastique, mais j'essaie de faire en sorte d'acheter ceux qui résistent le mieux. Et c'est des grands tirs en plastique blanc que vous connaissez certainement tous, avec des anneaux qui du coup permettent de savoir à quelle hauteur tu peux les planter. Et je les trouve sympas ceux-là parce que du coup tu peux les planter vraiment beaucoup pour un coup de bois par exemple, et beaucoup plus haut pour un driver. Et ils durent très longtemps. Voilà. Merci donc jeune homme. Ensuite, salut, question simple d'apprenti golfeur en route pour la carte verte. Comment as-tu découvert commencer le golf? Superbe tes vidéos, merci Rome57. Difficile de répondre parce que comment, je suis jamais sûr. Dans ma tête, quand j'étais jeune, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était dans un centre aéré. Et ma mère, il me semble, m'a dit que c'était pas ça. Donc en fait, j'avais 8 ans et demi, j'ai découvert une initiation, il me semble, de ce qu'elle m'avait dit. Et j'étais avec un ami, ça je le sais. Je me souviens aussi que c'était au golf de l'Ardilouse à la Cano, donc en 18 trous. Et j'avais gagné un concours de putting et j'avais gagné des balles roses, une boîte de 3 balles roses, que j'ai toujours d'ailleurs dans ma collection. Et c'est le truc qui m'a marqué. Voilà. Donc j'ai commencé à ce moment-là. Ensuite j'ai fait l'école du golf au Baganet, un 9 trous compact à la Cano, donc à 8 ans et demi, 9 ans. Et j'ai commencé à jouer sur un vrai parcours à 10 ans, à mon arrivée en Guadeloupe, parce que mes parents,
partie s'installer en Guadeloupe, sachant qu'avant on était en Martinique, et en fait quand j'ai commencé le golf, c'était seulement l'année charnière, enfin l'année et demie charnière entre les deux. Donc en fait moi je viens des Antilles, et j'ai commencé le golf au moment où je suis arrivé en France. Ensuite je suis reparti en Guadeloupe, j'ai continué en Guadeloupe. Voilà. Sinon, c'est tout. Et puis bon courage pour ta vie de golfeur, du coup, puisque maintenant que tu cherches à avoir alors, la carte verte, il faut que tu l'aies. Moi, je l'ai pas eu. Parcours école, quand tu es classé, tu n'as pas besoin de la passer. C'est une petite parenthèse. Mais il faut que tu la passes. Bon courage et bonne chance. Team Lulu Golf, salut Flo. Ma question est de savoir comment tu gères mentalement les temps d'attente interminables en compétition. Comment faire pour rester dans sa partie quand tu dois attendre parfois 10 minutes avant de pouvoir jouer. Merci poulet, à très vite. Team Lulu, salut les gars. Je suis content que vous ayez posé une question. On se voit bientôt en plus. Mais vous le savez. Comment je gère mentalement les temps d'attente interminables en compétition? Alors déjà, pour moi, les temps d'attente, c'est pas un problème. C'est pas un problème à partir du moment où, généralement, à part qui grêle et qui vente, on est quand même sur un cadre plutôt agréable. Voilà, moi je le vois positivement les temps d'attente. J'essaye de juste simplement m'ouvrir à ce qui m'entoure. Ça peut être parler avec mes partenaires de jeu pour les connaître un peu mieux. Ça peut être regarder le ciel, ça peut être regarder les oiseaux qui chantent. Voilà, c'est tout con, hein, mais j'essaie d'avoir cette attitude le plus possible déjà dans la partie de manière générale, mais encore plus lorsqu'il y a des temps d'attente. Voilà. Après, le problème des temps d'attente, c'est qu'il faut quand même les gérer. Il faut quand même un minimum à savoir. Et ça va vraiment dépendre de ce qui s'est passé sur le trou d'avant, ou les trous d'avant. Si le trou d'avant, vous avez pris triple bogey en prenant 5 putts sur les greens, évidemment, si vous avez 10 minutes d'attente, elles ne vont pas passer de la même manière que si vous venez de faire un eagle en rentrant une ficelle de 15 mètres. Donc, quand ça va pas, et que je sais que j'ai 10 minutes, bénef. J'ai 10 minutes ou 5 minutes, j'en sais rien, mais pour réussir à redescendre et me retrouver sur un entrain beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, et en fait juste de me reconnecter. C'est beaucoup mieux d'arriver à un départ avec de l'attente lorsqu'on n'est pas bien que lorsque, imagine, vous faites triple et vous êtes quand même obligé de jouer en premier au trou d'après, vous êtes essoufflé, enfin bref, les choses peuvent se cumuler. Moi j'aime bien avoir le temps, justement. Deuxième chose, si jamais vous avez fait un eagle, c'est la même chose. Il faut essayer de se recalmer, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus linéaire. C'est toujours la même chose le golf. Il faut réussir mentalement à se mettre dans un mood où on n'est pas trop excité ou trop dépressif, quoi. Pour faire simple. Donc vraiment essayer de se calmer, on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles, on ouvre les sens et on regarde ce qu'il y a autour. Donc pour moi c'est vraiment une manière de gérer. Maintenant si c'est vraiment long, par contre faites des swings. Gardez un club en main, amusez-vous avec, faites des jongles, etc. Ce que vous voulez. Soyez actif, c'est tout. Vous asseyez pas, ou alors sinon vite fait, vous couchez certainement pas, c'est mort, vous relèverez plus. Donc non, essayez de faire un swing de temps en temps, pas trop pour pas vous fatiguer non plus. Donc un toutes les minutes. Voilà. Merci pour votre question les gars, à bientôt. Gros mauvais. Mais non, voyons. As-tu prévu d'autres vidéos où tu pars jouer à l'étranger comme en Égypte, en Ouganda ou en Côte d'Ivoire? C'est un format très sympa, mélange de découverte de la vie locale, de compètes et de petites galères. Et c'est sympa de retrouver Guillaume quand vous faites un bon duo. Bonne continuation. Merci gros mauvais pour ta question, qui me fait très plaisir parce que tu as vu ces vidéos qui me tiennent vraiment à cœur et qui ont été très plaisantes pour moi à tourner. Forcément parce que j'adore voyager et golf, voyage découverte, je trouve que c'est un bon compromis, quoi. Oui, j'avais même prévu en fait en avril en Côte d'Ivoire. Il devait y avoir l'Open de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro et le truc c'est qu'il a été annulé avec le Covid. Il n'est pas reconduit pour l'instant parce qu'en Côte d'Ivoire ils ont des problèmes, ils veulent construire une route sur le golfe à Abidjan et en plus je crois que le golfe de Yamoussoukro a fermé entre temps à cause du Covid, donc là c'est chaud pour la Côte d'Ivoire. Après oui, j'ai des projets de retourner au Ouganda normalement. Sur un autre parcours, pas le même que où j'avais joué sur les rives du lac Victoria. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais cette fois-ci à Kampala, dans le vieux parcours qui a 100 ans, créé par des Anglais dans la jungle. Le seul truc, c'est que c'est en septembre, et encore une fois, avec le Covid, on est sûr de rien. La date n'est pas encore inscrite au calendrier de quoi que ce soit. De toute façon, les tournois en Afrique, généralement, je les fais un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas non plus les infos un an à l'avance. Les calendriers ne sont pas faits comme en Europe. En tout cas, on n'a pas l'info en tant qu'Européen. Il faut les creuser, faut creuser pour réussir à trouver les infos pour ces tournois. Sinon, je risque très fortement, et j'espère, en novembre, aller en Guadeloupe pour faire l'Open de Guadeloupe, tournoi de l'App Store auquel je participe le plus possible depuis maintenant 10 ans qu'il existe.
Et à ce propos, je vous ferai découvrir mon île et j'espère que ça vous plaira et j'espère surtout que je vais pouvoir y aller. Voilà, donc merci de nouveau pour ta question. Et puis oui, petit big up à Guillaume si jamais il regarde, parce que Guillaume, mon grand ami, extraordinaire ce mec. Vous le voyez en vidéo, mais si vous le voyez dans la vraie vie, il est encore 1000 fois mieux en vrai. Alors, c'est une star en devenir, si jamais je le filmais plus souvent. Il me volerait la vedette. Donc voilà, merci encore pour ta question. Damien Clévry. Damien, très plaisant d'avoir une question de ta part. D'ailleurs, je vais te rappeler parce qu'il faut qu'on essaie de te voir cette semaine. Salut, salut, ça serait peut-être sympa de nous présenter ton sac, tes clubs. Ah bah, désolé, hein, c'est une dernière question à laquelle je vais pas répondre parce que, en fait, j'ai déjà répondu, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur ça, donc du coup, tu connais déjà les réponses. Merci encore pour tes questions malgré tout. Juju. Mon copine qui fait une tête de débile. C'est quoi cette tronche? C'est que je vais mettre. Hein. Ah non. Merci. Tu refermes s'il te plaît. Tu refermes bien et tu prends le chien. Loulou. Non, je suis désolé Loulou. Alors viens. Et tu fais pas de bruit Loulou. Allez viens. Loulou, je dois bosser. Alors fais un choix. Alors Laurent, salut Florent, la grande majorité des sports ne supportent pas dire. Ah bah voilà. Ah oui oui oui. Ah si. Mon petit bébé. Allez la petite mascotte. Tu te couches et tu fais beaucoup de bruit, tu arrêtes de faire tes bruits de cochon parce que là ça va barder. Laurent H, salut Florent, la grande majorité des sports ne supportent pas l'irrégularité. Or, cette irrégularité fait partie intégrante du golf. Ça c'est clair, à tout niveau me semble-t-il. Le golf est-il finalement avant tout plus un jeu qui, lui, supporte l'irrégularité? Quelle est la meilleure approche de ton point de vue pour continuer à progresser et prendre un max de plaisir? Peace and golf. Laurent, ça c'est des questions, c'est super intéressant. Carrément, bah écoute, oui, c'est évidemment un jeu d'irrégularité. On a une balle qui est toute petite comme ça, un trou qui est à peine plus gros, et on a 500 mètres à faire avec des obstacles, des arbres, de l'eau, du sable, voilà. Enfin, et on tape sur des distances qui sont énormes en fait. Dans aucun sport on va aussi loin, enfin si, le tir à l'arc, etc. Mais là, l'espace est immense en fait. Et heureusement d'ailleurs. Le jeu de golf, ça se joue à quelques degrés près. On n'est pas des machines, on ne peut pas gérer une partie entière des coups de golf même au dixième de degré près. C'est pas possible. Donc partant de ce principe-là, on ne peut pas maîtriser l'immaîtrisable, parce qu'on n'est pas des machines. Donc il faut avoir conscience de ça quand on joue au golf, et c'est pour ça que quand on n'a pas de chance, au final, il faut juste se dire que ça va tourner. Donc pour moi, le jeu de golf, évidemment, supporte l'irrégularité. On dit que c'est le sport le plus compliqué parce que sa perfection est inatteignable. Ce qui est déjà plus facile dans les sports de confrontation, parce qu'on n'a pas de notion, entre guillemets, de perfection. Là, le golf, il y a un score. On ne peut pas faire le meilleur score au golf, c'est pas possible. On ne peut pas rentrer tous les trous en un, ça se saurait. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a une multitude de manières de faire pour y arriver. Et donc, ça supporte l'irrégularité. Parce que, une multitude aussi de manières de rater. En vrai, lorsqu'on vise un fairway, on est rarement à l'endroit exact où on a visé. Donc, sans être exact, on peut faire un meilleur score qu'un joueur qui a été plus exact. Donc là, il y a la chance qui rentre en jeu. Voilà. Quelle est la meilleure approche de ton point de vue pour continuer à progresser et prendre un max de plaisir? Donc, je sais pas si dans ta question, du coup, en fait, il y a... je sais pas si dans ta question, tu mets en confrontation progresser et plaisir. Parce que si c'est ça, en fait, pour moi, c'est pas juste. On progresse pas forcément, alors je vais peut-être trop loin, mais on progresse pas forcément dans la douleur. Donc prendre un max de plaisir, les deux sont liés en plus, pour la plupart des gens. Quand on progresse, on prend du plaisir, parce qu'on arrive à être une meilleure version de nous-mêmes, en fait, c'est juste ça. Donc je pense qu'on doit tous avoir au fond de nous cette envie de progresser, mais on doit être capable de prendre suffisamment de recul pour ne pas être touché par le fait qu'on puisse ne pas progresser. C'est le chemin le plus important. Si déjà dans la notion vous avez cette envie de faire le mieux et que vous vous dites j'ai fait de mon mieux, vous en faites pas, vous serez en paix. Et vous prendrez un max de plaisir. Voilà. Pour moi, on peut prendre beaucoup de plaisir au golf en jouant très mal. Et on peut ne pas en prendre en jouant très bien. Donc faites attention à ça. Merci de nouveau pour ta question. Philippe Rivière, j'espère que je ne suis pas parti trop loin. Celle-là, elle m'a mis sur une autre planète. Alors Philippe Rivière, salut Flo, penses-tu qu'un caddie non expérimenté mais bénévole pourrait être utile? Je te suivrai avec plaisir sur une compétition à un vlog dans le sud-ouest et je pense ne pas être le seul. Bravo pour ce que tu fais
et pour qui tu es. Donc merci Philippe. Tu ne connais pas qui je suis, mais toutefois, si tu arrives à deviner que je suis quelqu'un de bien, merci, c'est gentil. Donc un caddie non expérimenté mais bénévole pourrait être utile. N'importe quel caddie est utile à mon sens. Alors parfois il peut y avoir, attention, en fonction des conditions, des moments où on serait mieux seul. Moi je sais que je joue bien parfois seul. Le caddie, il est utile à partir du moment où humainement ça passe bien. C'est quelqu'un sur lequel on décharge des émotions, pas forcément négatives, hein, qui va nous servir de tampon. Nous, dans le golf, on voit ça comme des copilotes parce que les caddies pro, ils ont des tonnes de choses qui font qu'ils ont des outils pour aider leurs pros dans la technique, enfin pas forcément la technique, mais en tout cas dans la stratégie du parcours, sur des choix tactiques, etc. Et ça, un caddie inexpérimenté ne l'aura pas. Toutefois, moi, les caddies que j'ai eu dans ma vie, ça n'a pas été des gens nécessairement qui me disaient, qui me donnaient des conseils. Pour moi, c'était plus des gens qui devaient m'aider à me soutenir dans l'aventure que j'étais en train de vivre, puisque chaque parcours est une aventure. Donc oui, ça me serait très utile, évidemment. Après, pour être plus pragmatique, j'ai quasiment pas de tournoi dans le sud-ouest, d'autant plus avec le Corona, et quand j'en ai, donc il y en a eu un il n'y a pas si longtemps, mais j'avais pas le droit au caddie, on n'avait pas le droit au caddie. Et quand j'en ai, si jamais je prends des caddies dans lesquels je sais que ça va bien se passer. J'ai pas de caddie attitré, généralement je prends des amis avec qui je m'entends bien et ça se passe très bien. Voilà, merci de nouveau pour ta question. Labinous77, on devine la question déjà d'avance. Salut Flo, as-tu tendance à craquer sous la pression en compète ou penses-tu comme moi que la pression c'est juste dans le verre? Vu ton nom, ça ne m'étonne pas. Sur YouTube, la bise ne change rien, j'adore tes vidéos. Merci Labinous, c'est gentil, et puis santé. Est-ce que j'ai tendance à craquer sous la pression en compète? Est-ce que je pense que la pression c'est juste dans le verre? J'aimerais penser que c'est juste dans le verre. Malheureusement, non. En tout cas, pas pour moi. Ouais, rien que d'en parler, ça va me mettre la pression. Non, la pression, elle est, je pense, présente pour à peu près tout le monde. Sinon, c'est qu'on se l'avoue pas. À partir du moment où on fait quelque chose dans lequel on met de l'énergie, du cœur, de l'envie, parce qu'on a des ambitions. La pression, je ne vais pas la ressentir lorsque je vais faire une partie d'entraînement. Je vais la ressentir lorsque je vais me filmer, un peu plus. Je vais vraiment la ressentir, vraiment, si je joue un tournoi pro qui pour moi est un gros tournoi. Voilà. Si je fais une compète de club avec des amateurs, que je sais que le moins bon, le meilleur index derrière moi il est 10 d'index, j'aurai pas de pression. Le contexte est super important. Est-ce que je craque sous pression? Oui. Comme tout le monde, à plus ou moins grande échelle, je craque sous pression. Même Tiger craque sous pression. Mais parfois, je m'en sers aussi. Voilà. Quand je regarde mon historique, quand j'étais amateur, j'étais un très bon joueur sous pression. Parce que je faisais des très bons débuts de partie et des très bonnes fins de partie. En revanche, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ça s'est un peu déplacé, mon milieu de partie n'était pas bon. Aujourd'hui, c'est plutôt mon début de partie qui est catastrophique et ma fin de partie de mes 12 derniers trous qui commence à... Je suis un diesel. Il y a plusieurs types de pression aussi selon moi. La pression du cut, la pression de la victoire, la pression du départ du 1, etc., etc. On peut même mettre en face l'adrénaline. Pour moi, la pression du départ du 1 en compétition pro sur un trou étroit, j'ai des grandes chances de craquer. La pression pour la victoire en Grand Prix quand j'étais amateur, généralement je fourrais des potes. Voilà. L'adrénaline, je la gère bien. La pression du départ du 1, très mal. Voilà. Merci de nouveau pour tes questions. Et puis à bientôt pour une pression. Le golf pour les nuls. Donc le golf pour les nuls me dit bon, j'aime bien la photo de Mr Bean et Atkinson. Bon, déjà bonne chance pour le programme de Mont-de-Marsan. J'ai une question d'actualité. Que penses-tu de tes réactions, des réactions de la Royal et Ancient, il me semble, pour limiter l'avantage des gros frappeurs sur le circuit? Merci pour le programme, j'ai bien joué, c'était trop cool. Réaction de la Royal Ancient. Je ne suis pas non plus sûr que ce soit la Royal et Ancient ou l'USGA, c'est peut-être les deux, ou même quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai vu un papier qui me semble parler justement de ce truc de limiter l'avantage des gros frappeurs. On en parle depuis très longtemps en fait. Donc
Donc c'est pas d'actu, ça l'est de nouveau avec Bryson DeChambeau, mais Bryson DeChambeau vient de faire 10 sur un par 5 et de rater le cut, vous voyez, donc euh, honnêtement, moi je pense que c'est un faux débat, presque limite. Euh, on parle de sport de très très haut niveau, euh, avec des gens qui ont des capacités hors normes, en fait. Euh, et on leur demande d'en avoir, en fait, pour pouvoir casser les parcours à ce point-là. Ils jouent sur des parcours terribles où n'importe quel joueur scratch pourrait prendre 90 sans avoir rien vu passer, et ils te ramènent des -20 sur 4 jours. Donc, effectivement, il y a cette notion de jeu de golf en préféré, ce qui était avant avec les effets, les machins, les trucs. Mais quand on regarde de près, les mecs, ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Et pour moi, pas forcément moins bien que les joueurs d'avant. Le golf a juste changé. Il est devenu plus sportif. C'est une évolution logique par rapport au côté sportif, médiatique de la chose et de tout l'argent qu'il y a autour. Que des mecs s'entraînent à devenir des machines en fait. Mais il garde quand même ce côté magique parce qu'il y aura toujours la dramaturgie du jeu de golf qui fera que même si on en arrive à avoir que des jeunes qui tapent la balle à 300 mètres au carré avec des balles quasi droites, il y aura toujours des magiciens, il y aura toujours des moments magiques. Donc pour moi, il n'y a pas de problème en fait à ce que les gens tapent loin. Euh, alors pourtant, je suis le premier lésé par cette histoire parce qu'en vrai, moi je suis pro et j'ai un manque de puissance maintenant, aujourd'hui, au final, si je voulais arriver à ce niveau-là. Les mecs de ma puissance sont dans les meilleurs, dans le top 100 mondial. Mais par contre, dans les tout premiers mondiaux, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu qui n'étaient pas puissants. Le dernier en date, pour moi, c'est Jordan Spieth, et encore, il tape quand même assez loin. Et puis il a tout le reste qui est à un niveau que quelqu'un de lambda d'un pro lambda ne pourrait jamais imaginer, limite dans ses rêves, atteindre. Voilà. Donc c'est un faux débat. Pour le spectacle, c'est pas vrai. Les joueurs qui vont taper à la Ryder Cup, voilà. On a tous été, pour ceux qui sont à la Ryder Cup, aller voir Tiger, c'était logique. McIlroy, c'est logique. Et tous, on a été frappés, même moi. Pourtant, j'en ai vu des trajectoires de balles de golf dans ma vie, impressionné par la puissance de frappe, par exemple, de Rory. J'ai vu Rory driver à plus de 300 mètres au carré avec une balle qui montait quasi comme une chandelle. Elle est montée à 50 mètres de haut, sa balle. Donc, même moi, ça me touche la puissance. Pourquoi enlever ce spectacle? C'est débile, ça sert à rien en fait. Euh, on va pas dire que Rory il sait pas maîtriser les trajectoires de balles. Là on parle du très très haut niveau. Et puis en plus, si on dégringole dans le golf amateur aussi, euh, tant mieux que les amateurs tapent plus loin aussi, ils jouent mieux. Pas... Voilà. Après pour le spectacle des scores, si on en a marre de voir des birdies, dans ce cas-là il faut durcir les parcours. C'est juste ça. On n'a pas besoin d'avoir des parcours longs nécessairement. À 6006, maintenant ils font tous 6006, 6007, 6008. Sur les tournois pro, c'est bon, on peut en rester là, on fait des parcours beaucoup plus fermés, et il va y avoir des mecs comme Webb Simpson qui vont gagner, ou qui vont bien jouer à la Ryder. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci pour ta question. Alors, je vais un peu plus loin, vite fait. S'il change de balle, c'est une erreur pour moi même monumentale. Le passage des amateurs au passage pro, pour ceux qui seront bons amateurs qui voudront passer pro, le changement de la balle, il devra se faire d'une manière progressive, ils vont devoir utiliser deux balles, enfin, pour moi ça va flinguer des carrières, et en plus, ça risque juste, un truc tout con, hein, au contraire, de privilégier encore plus les joueurs qui tapent loin. Le mec qui tape loin, il va pas taper moins loin avec une autre balle, en fait, il va taper tout aussi loin, vous en faites pas, quoi. Donc il aura toujours l'avantage. Donc on ne peut pas enlever l'avantage des joueurs puissants. Donc à partir de là, vous voulez voir la balle voler moins loin, c'est moins joli. Non. Bref. Autre question, merci pour ta question. Pourquoi pas? Alors, pourquoi pas me dit salut, arrives-tu à gagner ta vie actuellement en tant que pro sur le circuit sur lequel tu joues? Salut, pourquoi pas? C'est marrant de dire ça. Je ne joue pas sur un circuit cette année. J'ai joué sur l'App Store l'année dernière. C'est la seule année de ma vie où j'ai joué sur un circuit pro. J'ai été amateur, je suis surtout pro enseignant. Enfin, en fait, j'ai les deux. Euh, je fais des tournois pro, mais ils sont pas nécessairement. Ils appartiennent pas forcément à des circuits, ou en tout cas, je ne fais pas forcément partie des circuits des tournois auxquels je peux participer, notamment en Afrique. Il faut s'enlever de la tête en fait, dans l'esprit des gens. On se dit toujours, parce que nous on voit que ça, on a des œillères. Hein. PGA Tour, circuit européen, première division, Challenge Tour, deuxième division. Et pour ceux qui connaissent un peu, troisième division, Alps Tour, Pro Golf Tour, etc.
Pour moi, il faut sortir de ce carcan-là. Un joueur pro, il n'est pas nécessairement obligé de faire partie d'un circuit, nécessairement obligé d'être bon sur circuit pour monter de grade. C'est le rêve de beaucoup, mais pas forcément de tous. Et moi, c'est plus mon rêve. J'apprécierais énormément jouer sur des circuits supérieurs et avoir l'occasion de jouer des tournois comme ça. Et j'espère pouvoir me donner cette occasion un jour. Mais je ne vais pas me. J'ai décidé de ne plus jamais passer ma vie entière à ça. C'est ultra réducteur comme vie, je trouve. C'est enrichissant d'un côté parce que tu vas loin dans un délire, mais tu vas loin dans un délire. Et ça, c'est dérangeant. Je suis beaucoup trop curieux pour me lancer de nouveau là-dedans. J'ai fait une année, j'en ai fait mon expérience, j'ai apprécié ce que j'ai fait, mais c'était difficile, j'ai joué comme une merde. Donc oui, je ferai des 65 à tirer à l'arigot, je vais pas cracher sur les millions qui pourraient tomber du ciel, euh, ou de mes potes qui tombent. Mais non, donc je suis plus pro sur un circuit, donc je ne gagne pas ma vie, bien évidemment. Par contre, le golf me permet de gagner ma vie. Le golf dans son ensemble, avec le diplôme et le fait que je tape pas trop mal dans la balle quand même. Voilà. Merci pour ta question. Michel Zingari qui m'a dit: Salut, quel est ton parcours préféré autour de Bordeaux et pour quelle raison? Merci. Merci Michel pour ta question, qui doit certainement être bordelaise du coup. Parcours préféré autour de Bordeaux? Alors ça dépend, tu me laisses combien de temps de route pour aller d'un côté ou de l'autre? Parce que si c'est vraiment un Bordeaux dont on parle, donc on n'a pas énormément, hein, Bordelais, Bordeaux-Lac, Camérac, on va dire moins d'une demi-heure, Ténac, Pessac, Villeneuve-d'Ornon et Médoc. Euh, pour le coup, Médoc. Médoc, parce que forcément, l'entretien, le dessin, et c'est une gamme au-dessus. Ouais, je ne vais pas aller plus loin que ça, pas rentrer plus dans les détails, mais sur lequel je prends le plus de plaisir à jouer. Après, le truc, c'est que je les aime tous, en fait, parce qu'ils ont tous un trait particulier, et des aspects sur lesquels ils sont différents des autres. C'est ça qui est bien au golf, c'est que tous les terrains sont appréciables d'une certaine manière, que ce soit pour l'entretien, le dessin, le cadre, l'intérêt de jeu, les scores que tu peux faire dessus, haut s'ils sont difficiles ou bas s'ils sont faciles. Moi je trouve un intérêt dans chaque parcours. Donc des parcours que je préfère, peut-être le Médoc, mais c'est pas le parcours où je prends le plus de plaisir. J'ai joué que 2 fois Ténac pour l'instant, mais j'ai kiffé les 2 fois. Parce que justement j'ai réussi à bien scorer, ça aide. Et parce que le cadre, tout c'était une très belle surprise. J'adore Ténac, voilà. J'apprécie beaucoup Villeneuve-d'Ornon aussi. J'ai plus de mal avec les Blue Green parce qu'ils sont blindés de monde. Voilà. Les parcours en soi sont chouettes, mais très compliqué de trouver une place pour être tranquille. C'est toujours le rush, il y a beaucoup de joueurs et moi qui aime bien être tranquille, j'avoue que c'est pas forcément mon kiff. Mais si je dois parler du terrain en lui-même, si j'apprécie bien Bordeaux-Lac, j'apprécie bien, ça a été mon club pendant longtemps, la Jalle, j'apprécie bien Pessac, je les apprécie tous. Mais voilà. Si on va un peu plus loin, mon préféré dans l'Aquitaine, ça a toujours été Chiberta. Et parfois j'hésite, du coup, avec Moliès. Mais voilà, Chiberta Moliès. Merci pour ta question, Michel. Prochaine question, Charles Réré. Ah bah, mon Charlie. Petite question, es-tu capable d'overdrive driver Carlito 33? Évidemment, puisque je te overdrive quasiment tout le temps. Non, Charles, avec qui j'ai fait un match play d'ailleurs au Médoc. Et je dis ça, c'est pas vrai, il y en a une, il m'a mis à 40 mètres. Donc je suis capable, mais tu es tout à fait capable aussi. Plus sérieusement, quelle grande différence as-tu ressenti entre ta vie de golfeur élite, amateur et pro? Donc Charles m'a connu dans ma vie d'élite amateur. J'ai fait partie du top 30 français 2 années, en 2011 et 2013. Donc je dis top 30 parce que c'est cool, hein, mais j'étais 27e et 29e ou 28e, c'est pour ça que je dis top 30. Si j'aurais dit top 25. La grosse différence, c'est la quantité de joueurs. C'est-à-dire que les meilleurs joueurs amateurs jouent aussi bien que les meilleurs pros. Donc parfois, les scores se ressemblent vraiment. Mais la densité du nombre de joueurs chez les pros est bien plus importante, de bons joueurs chez les pros est bien plus importante. D'autant plus depuis 7-8 ans. Mes premiers tournois pro, mon premier tournoi pro, je l'ai fait quand j'avais 19 ans. Ensuite, j'ai continué, j'étais amateur, j'ai fait un bon résultat, j'ai fait une 20e place. À ce moment-là, je le dis souvent, sur le circuit, il existait encore des chèvres. Alors c'est un peu péjoratif, mais c'est pas du tout méchant. Pour moi, les chèvres, c'est les mecs chez les pros qui tapent la balle comme des chèvres. Proportionnellement au niveau sur lequel ils évoluent, ils sont parfois capables de scorer. Mais les frappes de balle n'étaient pas ouf. Leur score parfois pas non plus. Là, il n'y en a plus de chèvres chez les pros. Ça n'existe plus. Il y a eu un cut à -10 l'année dernière sur l'App Store. Donc, chez les amateurs, je pense que ça a aussi progressé. Forcément, ça fait comme chez les pros, mais quand même un peu moins, parce qu'on reste quand même chez les amateurs. Donc, ce qui change chez les amateurs et les pros, c'est surtout le cut.
Et ensuite, le nombre de coups total. T'enlèves entre 3 et 7 coups par partie chez les pros. Voilà. Après, si tu joues le championnat de France, t'as quand même des mecs qui sont capables de te battre des pros. C'est pour ça qu'il y a des amateurs qui gagnent des tournois pro. Mais voilà. Après, je te parle que de ce que je connais. Et je sais que si j'étais sur le circuit européen, je te dirais que la différence est encore bien plus grande. Voilà. Mais bon, ça tout le monde le sait. Ça se saurait si on pouvait tous être à la télé. Du coup, merci Charlie. MyBeFi ou MyBeFi, bref. Question sur le mental. Dans quelle disposition essaies-tu d'être avant une compétition, 1 ou 2 jours avant, et aussi le matin, quelques minutes avant le départ? Tu essaies de ne penser à rien ou tu te focalises sur tes pensées sur un ou 2 points particuliers, technique, objectif, attitude. Très bonne question encore, pas forcément simple. Parce qu'en fait, je me cherche encore. Je tâtonne. C'est comme la technique, le mental. On pense qu'il y a un Graal, qu'il y a une manière de fonctionner, mais avec le temps, cette manière, elle évolue. Parce que nous, on évolue en tant qu'être humain aussi. Donc, la disposition dans laquelle je suis 1 ou 2 jours avant, je ne l'ai pas encore trouvée. J'ai essayé plusieurs trucs. Clairement, quand je m'entraîne avant une compétition beaucoup, je fais plusieurs recos, j'essaye d'être très précis dans ce que je fais, de me mettre dans l'état d'esprit compétition. Ça ne fonctionne pas. Parce que je me mets sous pression 2 jours avant et j'arrive en ayant déjà cramé beaucoup d'énergie et avec la sensation qu'il risque de m'arriver plein de malheurs. Donc pour ne pas que je me prenne la tête, je préfère arriver, je vais pas dire à l'arrache complet parce qu'il faut un minimum, il faut trouver l'équilibre, mais mon état d'esprit, il est vachement tranquille pour essayer de me mettre la pression, on va dire, le plus tardivement possible, en ayant quand même conscience qu'elle est un peu là. Voilà. Donc j'essaie de faire des choses qui me sortent un peu de la compétition, tout en faisant du golf. Ça peut être des pétanques avec les amis pros, ça peut être un peu de practice en m'amusant justement à challenger mes potes, un petit peu de technique quand même, forcément parce que on essaie de trouver des clés avant le tournoi. Voilà. Donc j'essaie de penser à rien, mais quand même à ce qu'il faut pour être un minimum compétent par rapport à ce que je dois faire, c'est-à-dire la connaissance du terrain, les coups que je voudrais faire pendant le tournoi en fonction des différentes possibilités de vent et de position de drapeau. J'ai quand même une idée assez claire. Après moi, j'ai pas besoin de me préparer des masses. Généralement, quand je fais une reco, j'arrive à être concentré de telle manière à retenir facilement. C'est comme quand j'étais à l'école, j'avais la tête en train de dormir sur le pupitre et j'arrivais quand même à capter un peu ce qui se passait et j'arrivais à répéter dans la foulée ensuite quand j'étais en contrôle. J'ai eu de la chance, j'avais pas besoin de réviser des masses. Le golf, c'est un peu pareil, je me souviens facilement de ce qu'il faut faire sans avoir besoin de marquer plein de trucs. Voilà. Maintenant, donc technique un petit peu, objectif, non, pas d'objectif. J'ai essayé d'en fixer des hauts, d'en fixer des bas, minimum. Au golf, c'est le cut. J'ai essayé de ne pas m'en fixer. J'essaye maintenant plutôt de me fixer comme objectif d'être concentré sur l'instant présent. C'est déjà très bien comme ça. Merci pour ta question. Olivier Jacquet. Question importante, c'est bien ça. Ouais, ça va, je suis pas sûr que ça soit la plus. Le Pug a-t-il gagné contre l'écrevisse? Alors le Pug il est en train de dormir là, et oui, il a gagné contre l'écrevisse puisqu'il est en train de dormir ici. Non, personne n'a gagné, je les ai séparés évidemment. Pas de mort d'animaux comme ça pour rien du tout. C'est une petite parenthèse, vous allez rien comprendre. On sait tout de toi, alors qu'est-ce que tu veux que je te pose comme question? Est-ce que tu as fini d'arroser le jardin? Putain, il s'arrête jamais, il n'y a que des blagues, il est en train de pourrir mon truc. Tu fais combien de programmes par an en moyenne? Alors, ouais, une question enfin sérieuse. J'en sais rien, écoute. Le pire, c'est que je peux même pas te répondre. Des programmes 8-10 peut-être? 8-10. J'aimerais en faire 20. Voilà, j'en fais de plus en plus. Après, le problème des programmes, c'est que parfois ils sont loin et qu'ils coûtent cher. Donc, pour trouver des gens, c'est pas forcément facile. Mais tout ce qui est aux alentours, généralement, j'arrive à trouver maintenant. Donc, ça, c'est chouette. Des épreuves que j'apprécie énormément et c'est pour ça que je dis si je pouvais en faire 20 au-delà du fait que ça me fait gagner de l'argent, c'est surtout que ça me fait énormément plaisir de jouer en compétition sans stress. Généralement je joue bien en programme en plus. Et puis des alliances aussi, j'aime bien les alliances. J'aime bien jouer au golf en fait, tout simplement. Très chanceux de pouvoir jouer au golf et de gagner de l'argent grâce à ça. C'est une belle vie quand même. Salut Olivier. Donc Alex Frapsos.
Salut, je voudrais savoir si tu fais de la préparation physique à côté du golf ou pas. Ah, si tu savais comme j'aimerais en faire plus. J'en ai fait à partir de mes 17 ans, je crois, ou 16 ans. J'en ai fait pour justement faire un peu de gainage, commencer à taper un peu plus loin, etc. Ça a été quand même bénéfique. Et puis c'est un petit peu tout le temps, enfin pareil chez moi, c'est que je commence et j'arrête. Je recommence et je réarrête. C'est pas ma priorité. Donc vu que c'est pas ma priorité, forcément de temps en temps, quand j'ai moins d'énergie, j'y vais moins. Quand j'ai moins l'envie, j'y vais moins. Quand j'ai moins d'objectifs précis, j'y vais moins. Euh, Pas facile pour moi de me sortir de chez moi pour faire de la préparation physique. C'est pas un grand plaisir de souffrir. Voilà. Par contre, j'apprécie ça quand même d'un côté. Quand j'en fais, j'aime bien. Mais il faut que je m'y mette quoi. Puis si je perds le fil, après, compliqué de s'y remettre. Et est-ce que je fais qu'est-ce que je fais, pardon. Ben, plein de trucs, mais ça prendra des heures à te raconter. J'ai eu des préparateurs physiques, j'en ai un actuellement que je salue. Philippe, si tu nous regardes, mais là, depuis la fin du confinement, j'avoue que je suis plus trop dans le mood. Voilà. Max French qui a un paquet de questions, et je vais m'arrêter là parce que j'en peux plus. Donc, ton score le plus bas sur 18 trous, en amical et en compète. En amical 62, en compète 62 en termes chiffrés. Sinon, en termes de score, en compète -6, en entraînement -8. Voilà. La place de cette chaîne dans ton avenir. Est-ce que le but de devenir youtubeur pro, un peu comme Andrew Jensen, un autre pro devenir youtubeur à temps plein? Je ne connais pas Andrew Jensen. Je ne suis pas du tout du milieu de YouTube à la base. J'ai pas nécessairement le temps de regarder trop, même si là j'avoue que je regarde de plus en plus à droite à gauche, mais pas forcément du golf. J'adore regarder du disc golf, j'adore regarder de la boxe, j'adore regarder des documentaires, etc. Mais du golf, j'en bouffe déjà assez comme ça. Est-ce que mon but ce serait de le devenir? Je sais pas. Je me suis même pas posé la question, j'ai fait ça pour le kiff au début, juste parce que c'était drôle et parce que j'aime bien monter des petites vidéos, ça fait des souvenirs sympas. Et puis petit à petit, je me suis professionnalisé avec du nouveau matos qu'on m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Et remercie à tous ceux qui me l'ont offert, l'iPad avec lequel je filme et l'ordi avec lequel je monte, parce que sans ça, je ne pourrais pas faire des vidéos de qualité et tout ça ne serait pas possible. J'apprécie énormément ce que je fais, donc je dirais oui, si l'occasion se présente. C'est très compliqué, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent du golf sur YouTube en France. Je serais anglais avec des plus gros moyens peut-être, mais là ça reste quand même. J'essaie de faire ça plus pro, mais ça reste amateur. Donc voilà, mais n'empêche que ça fonctionne pas trop mal, et que j'apprécie véritablement jouer et montrer ma vision du golf. Donc ça serait chouette. Mais ça me vient pas à l'esprit parce que je pense que c'est pas vraiment possible en fait. Voilà. Qui est le joueur avec qui tu as joué, qui t'a le plus impressionné et pourquoi? Je vais dire un nom, vous le connaîtrez pas. C'est Adrian Norford, un mec de Saint-Kitts, un jeune qui travaille pour l'équipe terrain, donc Saint-Kitts et Nevis, des petites îles anglaises dans la Caraïbe. Je jouais des Open quand j'étais jeune, et notamment l'Open de Saint-Kitts, et ce mec, Adrian Norford, est un joueur excellent, qui est toujours moins 4 d'index. Il a appris le golf sans prof, donc il jouait, je me rappelle, sans gants, avec un grip très très fort. C'était un taureau, un mec plutôt petit, petit, normal, 1m73, 75. Il devait faire 75-80 kg mais de muscles, vraiment. Et du coup, il avait un swing très particulier. Il swingait avec un club qui montait pas très très haut. Il mettait beaucoup de lag avec ses poignets. Il montait vraiment. Ion Ram à côté, c'est de la gnognotte. Il montait vraiment en demi-swing, voire quart de swing, quoi. Il mettait tout physiquement dedans. Avec les mains, il rattrapait la face pour faire des fades et il brossait un peu pour faire des draws. Donc c'était vraiment un swing un peu atypique. Mais il avait un jeu de fer qui est juste fantastique. Je crois qu'il est toujours amateur. Mais c'est un mec qui, s'il jouait en pro, qu'on lui donnait les moyens et un coach et tout ce que vous voulez, il pourrait être dans les. Il est meilleur que moi, clairement. Il est meilleur que moi. Il a plus de talent que moi. Il a un meilleur physique que moi. Mais comme partout et dans toute la vie d'une manière générale, il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent et qu'on ne rencontre jamais parce qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas médiatisés, que la vie ne leur donne pas la chance de pouvoir faire ça, si du moins c'est son rêve, parce que je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, quand j'avais joué avec lui, il m'avait vraiment littéralement impressionné.
Donc voilà, et pour les non connus, pour vous faire plaisir, parce que du coup c'est du charabia, vu que vous en foutez peut-être d'Adrien Dorford, mais Romain Vatel, sacré joueur, j'ai joué avec lui, une reconnaissance de parcours quand il avait 17 ans, championnat de France cadet, il avait 18 ans, il allait où il venait de gagner un tournoi pro l'année d'avant, il venait de gagner un tournoi pro à Toulouse, je crois, sur le Challenge Tour ou un truc comme ça, et j'avais joué la reco avec lui, je sortais de l'hôpital, j'ai eu des petits problèmes de santé qui m'avaient cloué à l'hôpital avant le championnat. Et à la reco, ça a été, c'est pour ça que ça m'a impressionné aussi, c'est que ça a été la plus grosse différence de niveau de jeu entre un joueur, on va dire, entre deux bons joueurs. Lui qui était excellent, moi qui était pas mauvais, mais loin d'être aussi bon que lui, il devait être moins 3 d'index déjà à cette époque-là, moi je devais être 2 ou 1, j'en sais rien. Je sortais de l'hosto, je voyais la balle floue, enfin j'ai dû prendre, je sais pas, si on avait compté le score en reco, franchement je prenais plus 20 et lui il devait faire moins 6 quoi. D'ailleurs il a gagné le tournoi dans la foulée, le championnat de France cadet. Donc Romain Vatel, sacré joueur. Voilà. Dream 4 balles, mon 4 balles de mes rêves. Tiger Woods, Ben Hogan, mon père. Voilà, simple, concis. Le meilleur coup de ta vie, c'était quoi? Je m'en souviens plus. Le meilleur, ce serait le 3 puisque logiquement, c'est le but ultime de chaque coup de golf. J'ai réussi à trouver dans les statistiques la petite brèche à l'instant T pour faire le coup qui permettait de rentrer dans le trou, quoi, en un. Voilà. Donc j'ai fait un 3 en 1, des blanches, j'en ai fait d'autres, des boules avancées. Donc celui-là, voilà, faire 7 à 164 mètres au trou numéro 6 du Bordelais. Maintenant, le trou, on voit pas le green, il est en pente, donc on savait pas qu'elle était dedans jusqu'à ce qu'on arrive sur le green. C'est plutôt chouette, en reco de Grand Prix. Sinon, j'ai fait plein d'autres coups excellents, j'en fais souvent, mais lequel choisir, compliqué. J'en ai quand même un qui vient à l'esprit là tout de suite, donc j'imagine que ça doit être lui. J'avais fait une alliance avec un ami, Jacques, à Cognac, sur un par 5, le 16. Je rate complètement mon drive à gauche, je me retrouve dans un bunker de green, du trou qui le jouxte, donc ça va être le 3, c'est ça. Et j'ai de là à peu près 220 mètres, si je dis pas de conneries, pour le drapeau, qui se situe en contrebas de 20 mètres, donc en dénivelé, mais je suis quand même loin. Il y a vent gauche-droite, plein gauche-droite, je suis dans un bunker de green et la lèvre est haute. Et des arbres. Drapeau collé derrière un bunker en plus. Donc un coup, bon, enfin, genre quand vous voyez Tiger à la télé qui fait un coup exceptionnel, bon, c'était à peu près ça, quoi. J'ai pris mon fer 4, je suis resté en arrière, j'ai joué avec les manos pour réussir à la prendre pile clean et qu'elle monte assez haute, mais juste avec la vitesse qu'il fallait pour qu'elle jaillisse forte, et elle est passée juste au-dessus des arbres avec un draw qui a contré le vent tout du long, donc elle est partie très très forte sans spin, et elle est tombée juste après le bunker, la roulée s'est mise à 1m50. J'ai raté le putt. Mais bon, j'ai fait un coup. Là, ouais, à ce moment-là, je me souviens avoir dit justement aux joueurs de ma partie, je crois que j'ai fait le meilleur coup de ma vie. Ou en tout cas, pas loin. Voilà. Maintenant, meilleur coup de ta vie, qu'aimes-tu le moins dans le golf? Ah, les triple bogey. Non, je sais pas, c'est une question presque piège parce que j'ai un statut de pro, faut que je fasse gaffe. Mais non, en fait, rien à faire. Le milieu du golf, tout simplement. Non, il y a des gens qui sont cons. Il y a des cons partout, mais dans le golf, il y en a quand même certains qui sont pas mal dans leur genre. Et voilà, je dirais que du coup, c'est pas vraiment qu'est-ce que j'aime pas dans le milieu, c'est qu'est-ce que j'aime pas dans la vie presque. Mais dans le golf, il y en a quand même quelques-uns qui me sortent par les yeux. Parce qu'ils ont des valeurs qui ne me correspondent pas du tout. Ils sont respectueux. Ils comprennent pas en fait qu'on est tous des êtres humains. Voilà, un peu condescendant, un peu supérieur. Voilà. Et puis aussi des gens qui réfléchissent pas des masses du coup, qui peuvent. Je dis pas que c'est des gens qui ont nécessairement une réussite sociale, hein, ça n'a rien à voir. Je crois véritablement qu'il y a des gens qui sont pas cool. Voilà. Dans le golf, je l'apprécie pas parce que c'est quand même un cadre, c'est particulièrement pas appréciable dans le milieu du golf justement. Parce que c'est un cadre sportif, de jeu, on est là pour s'amuser, pour se faire plaisir, et quand même, il y en a qui font chier. Quoi. Donc ça, j'avoue que c'est dommage, c'est super dommage. Autant il devrait y avoir personne qui oublie de relever ses pitchs, autant tout le monde devrait être aussi gentil, courtois et respectueux avant de parler du respect de l'étiquette, ne serait-ce que respect des autres êtres humains. C'est juste ça, voilà. Je vais m'arrêter sur cette belle parole parce que là je commence à m'éteindre. Franchement, je sais pas combien de questions auxquelles j'ai répondu. Je sais même pas si ça va faire une ou deux vidéos, certainement deux.
Donc là, on va dire que c'est la fin de la première. Je vous remercie d'avoir visionné. On se voit très vite pour une seconde vidéo. Je vais essayer de monter ça bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Évitez de me poser trop de questions parce que là, du coup, en commentaire, j'ai déjà suffisamment répondu. J'en ferai d'autres, vous en faites pas. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire limite, en réponse à mes questions, si mes réponses ont été plutôt sensées. Si vous avez été déçu par exemple. Et à tous vos amis qui jouent au golf, à la limite, partagez-leur pour qu'ils puissent avoir une vision peut-être un tout petit peu différente de certaines choses. Et je vous remercie et vous dis à bientôt. Salut.